m'en manque deux là. Il me manque Sylvie, il me manque Enrique. ¿Qué es esto? Ah, estás aquí, ven aquí, que la luz está aquí. Carlos, Neiwa, por favor. Et Pascal qui va nous aider pour la traduction. Muchas gracias. Acabo de terminar la película, yo no la he visto esta vez. Y es que no sé si hacer un chiste ahora después de la peli tan pronto, acabo de terminar, es como... mejor no. Bon, alors, donc merci beaucoup d'être là. Je n'ai pas vu le film dans la salle ce soir, ça vient juste de se terminer. Je comprends que ce soit pas forcément, je comprends que ce soit pas forcément facile comme ça de démarrer juste après la projection. Así que no lo voy a hacer. O sea, he pensado, joder, ¿cuánta gente se va a quedar al Q&A? Pero es que no recuerdo que luego hay jamón fuera. Entonces, como que, bueno, o sea... Bon, j'étais sur le point de faire une blague que je ne ferais pas, et puis je me disais, mais enfin, combien de gens qui vont rester dans la salle? J'avais oublié le jambon à l'extérieur. Que es verdad que hay jamón, o sea, que luego... Oui, mais les artistes sont toujours comme ça, pas sûrs d'eux-mêmes. Hein. Donc, ils aimeraient bien avoir des réactions, même à chaud. Hein. Pero... No señalo a nadie, no señalo a nadie. A ver. No, pero... Bueno. Une première question par là, à gauche. Attendez. En bilingüe, ¿eh? En bilingüe. Bueno, gracias por esa película que me ha hecho sufrir muchísimo. Ay, muchísimas gracias. No, pero es un sufrimiento, bueno, que me ha conmovido, pero es un buen sufrimiento del bueno. Y ahora una pregunta que es un detalle simplemente. ¿Por qué el barquito de papel? A mí su sufrimiento me hace feliz. Espera. Alors, voilà, merci beaucoup pour ce film qui m'a fait souffrir, mais c'est une souffrance qui est pour le meilleur, parce que c'est en fait une souffrance qui est une souffrance d'émotion. Une question qui est une petite question de détail, pourquoi les petits bateaux de papier? Bueno, a lo largo de la película hay elementos con los que juego para contar cosas sin necesidad de contarlas. Yo pensaba que a lo mejor era que podía servir para contar, por ejemplo, es que no sé, no voy a explicar la metáfora, pero bueno, que, o sea, sirve como elemento simbólico para ir uniendo cosas, o sea, cuando lo deshacen y lo explico de verdad. O sea, es la pregunta que te ha hecho, ¿eh? Es la pregunta que te ha hecho. Me da un poco de pudor. Yo creo que Haneke no haría esto, no respondería a este tipo de preguntas. Pero claro, yo no soy Haneke tampoco, entonces... No, sirve como elemento simbólico para muchas cosas, para saber que Blanca ha estado viendo estoy explicando una metáfora. No, esto no es una metáfora. Para saber que Blanca ha estado visitando a Eva en el karaoke, por ejemplo. Bon, alors, dans le film, il y a tout au long du film, il y a différents éléments avec lesquels je m'amuse, hein, et puis en me disant que peut-être ça aiderait à l'histoire à se développer. Après, est-ce que je vais expliquer cette métaphore? Donc, José María Riva disait que c'était la question que Madame venait de poser. Hein. Alors, la réponse, c'est je ne suis pas Haneke, hein. En tout cas, d'une certaine manière, ces petits bateaux, ils sont là, ils sont faits par Blanca. Ça permet aussi de voir que Blanca, d'une certaine manière, a séduit cette femme qui est dans le karaoké. Bueno, y sirve para contar otras cosas, la transformación del papel, de una cosa en un barco y transformarla en otra, bueno, o para que no, que luego... o para contar cómo se deshace y se vuelve a hacer algo otra vez reconstruyendo, bueno, pues métaforas. Alors c'est vrai aussi que ces petits bateaux, ça montre à quel point le papier, hein, en tant que matière, est quelque chose qui peut subir différentes transformations, avoir différents états, et c'est également aussi bien sûr une métaphore sur quelque chose qui peut être défait, mais qui peut aussi être refait. Gracias por la pregunta. Merci. Buenas tardes. Pues me quedo un poco sin palabras porque la peli es muy fuerte y muchas gracias. Tengo una preguntita para Najwa. ¿Qué parte del guión te hizo decidir que tengo que hacer esta película?
Alors, merci beaucoup pour le film hein, qui me laisse un petit peu sans mots parce que c'est un film qui pour moi est très très fort. Une question pour Najwa, c'est quelle est la partie du scénario qui vous a décidé d'accepter le rôle? Pues principalmente uno de los diálogos, que es cuando Lilay va con su manager, la gente, con Blanca, y llegan a la casa después de la amnesia y le pregunta ¿qué comes? Si crudités o carnecita cruda, y finalmente acaba diciendo un huevo frito. Ahí vi que eso era maestro. Me leí el guión entero y cuando, o sea, es que no me lo podía creer. Dije, si tiene este diálogo metido en esta movida, este tío tiene que ser un genio. Me reí tanto, o sea, no podía parar de reírme. Ese diálogo es para mí, o sea, es lo que me hizo lo que más, mucho más que fuera cantante, o lo que podría suponer, o quién era, o todo. C'est verdad, así de claro. Oui, alors en fait, c'est un dialogue, hein. Un petit morceau de dialogue. C'est quand Lila revient chez elle avec Bianca et Bianca lui dit mais qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux que je te prépare des crudités ou alors de la viande, etc. Et où elle dit finalement je veux un œuf sur le plat. Et je me suis dit que quelqu'un qui était capable de mettre dans un film comme ça ce dialogue-là, était quelqu'un qui devait être génial. C'est vrai que ces quelques lignes m'ont fait rire énormément. Hein. Et c'est vrai que c'est ça qui a emporté ma décision, bien plus que le fait que le personnage principal soit une chanteuse et puis tout ce qu'on pouvait avoir d'autre dans l'histoire. Voilà, je me suis dit que il fallait vraiment, pour avoir un bout de dialogue comme ça dans un film comme ça, il fallait vraiment oser. Buenas tardes. Me ha gustado mucho la película porque le he encontrado múltiples facetas y la he encontrado profundamente poética y simbólica. Y tengo que reconocer que mi lectura de la película ha cambiado desde el principio hacia el final. Al principio creía que era más bien una reflexión sobre la identidad, sobre quiénes somos nosotros, pero al final me di cuenta que es más bien una película sobre el fuego, porque he notado que la pregunta es ¿quién me da el fuego? La artista tiene un fuego prestado. Ella la ha prestado a su madre. Después ella no puede vivir más porque ya no tiene su propio fuego. Y es curioso que las únicas dos personas realmente creadoras mueren y viven en el segundo plano. Y esta pregunta es una pregunta existencial para nosotros dos. ¿Quiénes somos y quién nos da este fuego? Este fuego nos tenemos que encontrar nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido la raíz de esta película? ¿Qué te ha inspirado? ¿Te has inspirado más bien en una reflexión sobre qué significa ser artista y la dificultad, el desafío de realmente llegar a tener éxito por su propia luz? ¿O te has inspirado más bien en una reflexión sobre la identidad, sobre quiénes somos nosotros? Es una curiosidad. Gracias. Alors, donc, c'est un film qui pour moi a différentes facettes, hein, à la fois poétiques et symboliques, et je dois admettre que ma lecture du film, elle n'a pas été la même du début à la fin. Au départ, je pensais que c'était une réflexion sur l'identité, sur qui nous étions, et puis finalement, je me suis dit que c'était sans doute davantage quelque chose qui avait à voir avec le feu. Hein. Comment est-ce qu'on est animé par un feu? Comment est-ce que quelqu'un peut amener à ne plus vouloir vivre parce qu'il n'est plus habité par ce feu? Le fait d'avoir dans le film les deux personnes qui sont sans doute les plus créatives mais qui sont passées au deuxième plan. Voilà, qui sommes-nous? Qui est-ce qui nous donne ce feu? Comment est-ce qu'on l'a? Hein? Donc la question c'était qu'est-ce qui vous a inspiré, hein? C'est quoi l'origine de ce film? C'est d'où vient votre inspiration? Est-ce que c'est une réflexion sur quel sens ça a d'être artiste? Comment on se positionne en tant qu'artiste par rapport au succès, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général sur l'identité? Antes de nada quería darte las gracias por tu reflexión y por tu pregunta, que me parece muy interesante.
has dicho antes sobre quiénes somos, ¿no? Sobre existencialistas, sobre quiénes somos. Bueno, en este caso tú eres una persona que has puesto el ejemplo de la película utilizando el fuego en lugar de otras personas que utilizamos la vampirización. Son dos conceptos muy distintos. El fuego no se puede compartir. Si yo cojo una cerilla y te doy fuego, si el fuego sigue existiendo. La vampirización significa que tú dejes de tener algo para que lo tenga yo. El hecho de que utilices fuego, por ejemplo, significa que tú eres una persona que interpreta la película de esa manera. Me parece interesante, muy interesante, porque en el fondo eso es lo que nos diferencia a algunas personas. Unos vemos fuego y otros vemos una vampirización. Esa es la primera pregunta, luego sigo. Alors d'abord, merci beaucoup de votre réflexion et de votre question qui me paraît tout à fait intéressante. Il y a cette question bien sûr sur qui nous sommes, il y a cette question sur, et vous vous interrogez en parlant du feu. Il y a des gens qui voient la chose très très différemment et qui s'interrogent en parlant de vampirisation, et c'est pour moi deux choses complètement différentes. Le feu est quelque chose qui se partage et quelque chose qui d'une certaine manière continue à exister, hein, même dans ce partage-là, dans ce passage-là, ce qui n'est pas du tout la même chose de la vampirisation, puisque bien sûr, à partir du moment où on est vampirisé par quelqu'un, ce qui est passé, ce qui est donné, n'existe plus pour la personne qui vient de donner. Y la pregunta central, que era de dónde surge la idea, yo tenía ganas de hacer una película con Enrique, con el productor, y al principio íbamos a hacer una película más pequeña, una película de género, de fantasmas, y la película trataba sobre una mujer que de un día para otro empieza a comportarse de manera distinta, empieza a tener gestos distintos, huele distinto, se mueve distinto, come distinto, poco a poco, cada día, hasta que se convierte en una mujer completamente distinta. Y la película iba sobre una mujer que era poseída por el espíritu de otra mujer y cambiada completamente. Y ese fue un poco el germen de la idea que se acabó convirtiendo en una película que, aunque sigue existiendo en un nivel fantasmagórico, se convirtió en un melodrama musical. Alors sur la question de l'origine du film, d'abord j'avais envie de faire un film avec Enrique, mon producteur. Au départ c'était un projet assez modeste, qui était un film de genre, un film de fantôme, où du jour au lendemain une femme commençait à changer, elle sentait les choses différemment, son odeur n'était plus la même, elle bougeait différemment, elle mangeait des choses différentes, et cette femme-là était poursuivie en fait par l'esprit d'une autre femme. Et je dirais que c'est ce tout premier projet assez modeste en fait qui a été le germe, la petite graine pour arriver au film que vous venez de voir, qui effectivement est quelque chose qui démarre sur la fantasmagorie, mais qui ensuite est plutôt un mélodrame musical. Bueno, yo solo quería hacer una pequeña pregunta. ¿Qué le ha inspirado para hacer la película en la ciudad, en Rota? ¿Qué tiene esa ciudad en especial para ambientar esta película? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à tourner ce film dans la ville de Rota, et qu'a cette ville-là pour le film? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Hay una cosa que era principal, gracias por la pregunta, hay una cosa que era importante en la película, es que hubiese mar, tenía que haber mar. Estuvimos valorando muchísimas playas de la costa, Marbella, Málaga, Benidorm, y llegamos hasta Rota. Todas tenían algo que había visto alguna otra vez en las películas, habían salido en muchas películas, como en el caso de Benidorm o Marbella. Y en el caso de Rota era algo que no había visto nunca, no me recordaba nada. Tenía un aspecto de pueblo de Andalucía, con playa, pero la luz que tenía, que daba al Atlántico en lugar de dar al Mediterráneo, era una luz muy distinta, era una luz rosácea en lugar de ser una luz más anaranjada, y daba me daba una sensación que no tal vez sabría explicar, pero tuve un pálpito y dije, esta es la ciudad. También la arquitectura de la ciudad, ¿quieres traducir y ahora sigo? Vale. Alors, c'est vrai que d'abord, on cherchait un lieu qui est la mer. On avait commencé à regarder un certain nombre de plages dans cette région-là, vers Marbella, Malaga, Benidorm, et donc Rota. Finalement, il y avait pas mal de films qui avaient été tournés à Malaga et Benidorm, et Rota, c'était une ville qui, parce qu'elle est sur la
C'était une ville qui, parce qu'elle est sur l'Atlantique, avait une couleur différente, hein, non pas orange comme celle que généralement on retrouve dans les autres villes, mais plutôt rose. Et je ne sais pas comment bien expliquer la chose, mais en tout cas j'avais dans cette ville-là une sensation toute particulière. Además, en la ciudad hay una base americana, una base militar americana, y cuando fuimos a ver la ciudad, noté que tenía algo que me recordaba, sin haber estado nunca, me recordaba a Los Ángeles. Había palmeras, había urbanizaciones, los edificios eran de color rosa, azul, cosas que no había visto en otras ciudades de Andalucía. Entonces tenía algo que me recordaba a ese mundo de Los Ángeles, sin llegar a ser Los Ángeles, pero que de repente me parecía como algo que no había visto antes en una película española, y eso me animó. Luego, como te habrás dado cuenta o no, el título del disco se llama Rota, o sea, fueron cosas que fui cambiando, o aparecen militares tocando la guitarra, pero eso fue después de localizar, cambié las cosas para que se adaptasen a esos juegos pues, que me gusta hacer, a veces de unir cosas, pero eso fue una segunda escritura sobre la localización hecha. Había escuchado... ¿Puedo seguir? ¿No? Vale. Non, parce que c'est la autre idée. Vale. Oui, alors il y avait l'architecture de la ville, il y avait une base militaire, hein, et puis c'était une ville, je n'arrivais pas trop à savoir pourquoi, hein, mais qui me faisait penser à Los Angeles, alors que je ne suis jamais allée à Los Angeles, mais il y avait le centre-ville, il y avait des quartiers plus périphériques, et puis des bâtiments bleus, des bâtiments roses, des choses qu'à mon avis on n'avait jamais vues dans un film espagnol, donc ça m'a vraiment donné envie de tourner là. Après, c'est des choses qui se sont un peu mises dans l'écriture du film, hein. On voit qu'il y a un des disques de Lila qui porte le titre de Rota. J'ai fait à un moment donné jouer la guitare par un militaire, donc c'est des jeux ensuite que j'aime faire quand je travaille sur des films, hein, mais ça s'est fait plus tôt, alors que le choix de la localisation avait déjà été effectué. No, simplemente una cosa que hace poco leí en una crítica de la película, que yo había llevado toda la producción a Rota para que se llamase igual que el disco, que es una cosa demencial, pero me pareció bien que yo pensase que era capaz de hacer algo así, o sea, como irnos todos a 500 kilómetros de Madrid para rodar porque el disco se llama Rota, o sea, no fue al revés. Et alors donc, ce que je voulais ajouter, c'était une petite anecdote que j'ai lue récemment, en fait, dans une critique du film, hein, qui disait que j'avais finalement tourné le film à Rota parce que je voulais que l'endroit où le film se tourne ait le même nom que l'un des disques fait par Lila. Donc c'est une idée qui m'a plutôt amusée, hein, penser qu'à des centaines de kilomètres de Rota, j'ai pu arriver à avoir cette idée-là. C'était assez drôle. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce film qui était très beau. Je vais poser ma question en français. Ma question, c'était un film donc, qui était très visuel et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et je me demandais quelles ont été vos inspirations, vos influences. C'est un film qui est clairement sur l'obsession et sur l'identité. Donc je pensais à De Palma, où ça m'a fait penser à Sunset Boulevard par exemple, sur cette chanteuse qui reste chez elle un peu emprisonnée dans sa maison comme ça. Donc j'aimerais juste savoir vos inspirations, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, ou que ce soit des peintures ou visuelles. Vale. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta un poco tramposa para mí, porque muchas veces cuando tú quieres decir una referencia, muchas veces te olvidas de cosas que te han influenciado más, pero no eres consciente de ellas. Va a ser muy corta, así que... No, si quieres... Alors, merci beaucoup de votre question. Alors, c'est une question qui est un peu piège, hein, parce que c'est vrai que souvent, les références, elles ne sont pas toujours conscientes, hein, puis après, on peut les oublier aussi. Pero te voy a decir una, que es Yasuzo Masumura. Ya está. Yasuzo es japonés. Yasuzo con A. Sí. Ah, vale, perdona, pensaba que era una U. Masumura. No hace falta que lo traduzcas, y yo creo que... Bueno. Alors, donc,
un réalisateur japonais, donc je vais donc vous en donner juste une. Hein. Il y a Shusho Masumura, qui est un japonais. Poco y bueno, mejor que mucho y malo, ¿no? O sea, es decir, poco y bueno, no malo las referencias, quiero decir que empezar aquí a soltar nombres que me parece... ¿no? Mejor. Yasuzo Masumura es un gran director. Sí, sí. Bueno, ese no es Masumura, pero también podría decirlo. Alors, donc, voilà, je trouve que c'est bien de vous donner juste un nom comme ça, hein, parce que je crois que c'est un réalisateur très très intéressant, et ça me paraît mieux plutôt que de lancer comme ça beaucoup de références. Vale. Gracias por su película, pero yo tengo una pregunta más terre à terre, como se dice en francés, ¿ok? ¿Qué quiere decir terre à terre? Vale. Más concreta, vale, exactamente. Usted nos da la pauta de cuál es la relación entre la cantante y su madre y por qué esa vida tan tormentosa de la cantante. Sin embargo, entre la que canta karaoke y su hija, no entendí cuál es esa relación tan caótica, tan salvaje entre esa hija y esa madre tan pasiva, no sé. ¿Nos quiere dar una pauta? Bueno. Alors, vous nous donnez des éléments hein, sur la relation entre Lila et sa mère. Et en revanche, moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la relation entre Violetta et sa fille. Hein. Pourquoi cette relation si chaotique, si sauvage? Pourquoi cette mère très impassible? Bueno, cuando haces una película tienes que decidir qué cuentas y qué no cuentas y qué quieres contar explícitamente porque es necesario y qué no quieres contar explícitamente porque crees que el espectador debe más o menos intentar averiguar un poco a través de lo que yo sugiero por qué esta madre tiene esta relación con su hija. En el caso del monólogo final sentí que si no lo contaba de esa manera no podía contarlo y aparte quería contarlo de esa manera. Es una manera de ir llegando hasta ese punto. Yo sentí que como director y como guionista quería contarlo con ese monólogo. Esa es la parte de la explicación del pasado de Nayua, que vuelve al final con un monólogo. Alors, dans un film, hein, il faut toujours décider de ce qu'on va raconter, de ce qu'on va expliquer et comment. Hein. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses aussi qu'on a envie que le spectateur vérifie par lui-même, par ce qu'il va voir. Je crois qu'en ce qui concerne cette relation-là, hein, j'ai donné les clés avec le monologue final. Voilà, et que pour moi, c'était suffisant. En el caso de Violetta y su hija, sentía que no necesitaba contar nada más. Para mí era suficiente, hablo desde mi punto de vista de persona que está escribiendo, para mí es suficiente saber que esta mujer quería ser cantante y en un momento determinado dejó de serlo. Ahora cada uno tiene que completar el por qué puede existir un rencor y por qué una relación que ya ha empezado mal desde el primer momento. Et en ce qui concerne la relation entre Violetta et sa fille, hein, c'est vrai que j'ai pas eu envie d'en dire plus. Je pense qu'on a cette femme qui, à un moment sans doute, a arrêté d'être mère et peut-être que là, il y a avec sa fille une espèce de rancœur. Un poco escuchándote hablar a lo largo de esta noche, me viene la curiosidad. Tú, Naiwa, cuando lo escuchas hablar, yo no sé si todo esto lo habéis hablado en el momento de prepararlo, en una palabra, ¿cómo habéis preparado tu trabajo y tu personaje? Le has hecho 1000 preguntas también a él, te ha mareado con 40.000 reflexiones, o habéis trabajado de otra manera, en fin. Sí, non, je vais juste savoir, en écoutant parler Carlos et toute la complexité de tout ce qu'il dit, comment il a travaillé le rôle de Naiwa et comment elle a travaillé avec lui en tant que réalisateur. Bueno, no le hice 1000 preguntas. Pues. Para nada. O sea, en la pregunta número 1 me di cuenta que no era de los que había que preguntar. Luego me di cuenta que si le preguntaba la pregunta número 2 le iba a empezar a caer mal directamente. Y en la pregunta número 3 me di cuenta de que directamente tenía que empezar a ver quién era él. Era mucho más importante que ver quién era mi personaje. Trabajé de una manera
solitaria con referencias visuales que me dio él. Me dio 2 pautas al principio a las que me agarré así como alma que, o sea, me dejó un poco ahí, a ver, búscate la vida, antes de empezar a ensayar. Luego el ensayo fue muy concreto, porque... ¿Cuáles eran las pautas? Las pautas tenían que ver, bueno, primero hicimos natación sincronizada, la otra actriz y yo. No ha salido reflejado en la película, pero estuvimos durante mucho tiempo ensayando baile y canción, moviéndonos todo el rato, simétrica, hasta que bailábamos casi exactamente iguales, mimetizándonos la una con la otra. Me di cuenta de que él me quería total y sin intención alguna, de ningún tipo, era una pauta muy concreta, y entonces tuve que vaciarme de intención. Tengo unos ojos bastante expresivos y conseguir que no expresaran casi nada y que estuvieran quietos fue una labor que para mí fue titánica. O sea, titánica, digo, es lo más complicado que he hecho en mi vida. Mi tono de voz lo tuve que alterar también, porque cuando me relajo mucho se me baja mucho el timbre de voz, cuando no tal, entonces tuve que poner un tono neutro, que según él es el tono normal en donde habla todas las personas humanas, pero no necesariamente es así, porque hablamos todas como en un tono, que a veces pues uno cambia el tono de voz, pero según él la gente habla así, entonces todos teníamos que hablar así, y entonces pues... estoy aprovechando, sí, estoy aprovechando que quitéis el micro, no, es mine. Entonces, y luego, es que, no, son muchas cosas, apunta todo. Es como, llegué a una clave, eso del fuego que preguntaba una chica antes, ¿no? Todo el rato estaba intentando buscar las respuestas para ver de dónde salía todo esto de los recipientes vacíos y cómo se iban llenando. Y entonces la imagen recurrente que me vino a la cabeza con la que pude trabajar es que lo único que me servía era pensar que todo estaba vacío. Y entonces solamente nos íbamos contaminando unos de otros permanentemente. O sea, no tuve que pensar en qué era lo genuino y lo primero, qué era lo que me estaba volviendo loca cuando estaba preparando el personaje, porque necesitaba una directriz concreta. Y cuando me di cuenta que no tenía que preparar nada, solo tenía que quedarme quieta y dejar que me mirara, pues ya habían pasado 4 meses. O sea, hice de modelo en realidad. On va essayer de rien oublier. Eh bien non, en fait, hein, je ne lui ai pas posé 1000 questions parce que la première question que j'ai posée, je me suis aperçue que c'était pas forcément une bonne idée, hein. Ça a été confirmé par la deuxième question. Et puis, à la troisième question, je me suis dit qu'il était sans doute beaucoup plus important d'arriver à comprendre qui il était, lui, Carlos Bermud, hein, plutôt que d'essayer de voir qui était mon personnage. Finalement, j'ai travaillé de manière très solitaire, hein, à partir de références visuelles qu'il m'avait données. Il a fallu que je cherche effectivement des idées. Ce travail solitaire, hein, enfin, il a été, c'est le travail que j'ai fait avant les répétitions, hein, parce qu'évidemment le travail à partir des répétitions il est plus solitaire. Notamment, on a fait beaucoup de natation synchronisée avec l'autre comédienne, Violetta, donc qui s'appelle Eva Violac, c'est ça, hein. Du coup on a beaucoup bougé ensemble, hein, on a beaucoup nagé, mais on a aussi beaucoup dansé, beaucoup chanté, jusqu'à ce que vraiment on soit presque l'une dans l'autre dans un espèce de mélange, à ce qu'on arrive à avoir vraiment les mêmes mouvements, presque comme des jumelles.
Et puis, finalement, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je fasse pour mon personnage, c'est que je gomme complètement les intentions, que j'arrive à complètement les abandonner. Je suis quelqu'un, par exemple, qui a des yeux extrêmement expressifs, et je me suis rendu compte que ce qu'on attendait de moi, c'était que j'ai le regard complètement vide, ce qui pour moi a vraiment été un travail tout à fait titanesque. Ensuite, lorsque je suis très détendue, j'ai la voix qui naturellement... Qu'est-ce que c'est que la voix? La voix, voilà, c'est ça, la voix. C'est le fantôme, c'est ça le fantasme. Et donc du coup, l'appel du jambon, disait Sylvie Piala, ça je sais pas. Donc en tout cas, quand je suis très détendue, j'ai la voix qui naturellement devient extrêmement basse. Et je me suis aperçue que ça non plus, c'était pas quelque chose que je pouvais utiliser, et qu'il fallait que j'adopte un ton absolument neutre, un ton neutre qui, selon Carlos Vermut, est le ton de la parole de la personne normale. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des manières très différentes de parler, ou qui ont aussi des variations de ton en fonction des moments, mais Carles n'était pas de cet avis. Voilà, et tout un peu comme ça. Alors j'en profite pendant que j'ai la parole, le micro à la main. Quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure en parlant. J'arrive rien à faire, je suis désolée pour tous ces scènes. Donc, et du coup, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé une question sur le feu, mais c'était quelque chose, je crois, d'extrêmement important. La chose qu'on me demandait, dont je me suis aperçue qu'il fallait qu'elle soit à la base de tout mon travail, c'était d'une certaine manière arriver à faire un vide, savoir comment petit à petit on se contaminait les uns les autres. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait rien que je prépare et que je reste juste extrêmement tranquille. Tout ce processus-là, ça a pris 4 mois. Et donc finalement, le travail que j'ai fait sur ce film, c'est tout simplement celui d'un mannequin. Alors,